Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Moto & Co. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui en plateau parce que c'est l'été, parce qu'il fait beau, ça sent les vacances. Sujet qui sent les vacances, la moto, la grande évasion. Et toute l'équipe, on est très heureux d'accueillir Manuel Beaune, Harley-Davidson France, responsable marketing. Ça va Mano? Ça va très bien, merci en tout cas de nous accueillir ici. J'ai oublié mon chapeau de paille et le collier de fleurs, mais ça sera de circonstance pour l'été. Mais forcément, on est obligé d'inviter Harley sur une émission qui parle de voyage et d'aventure. Dans l'esprit des gens, c'est un petit peu mythique ce côté route 66 en Harley. Mais on verra bien d'autres choses dans l'émission. Et on commence par un premier petit coup de gueule, entre guillemets, de Jérémy. Moi, je disais que j'avais juste l'impression d'être un peu abonné au coup de gueule, finalement, alors que je suis le mec le plus gentil. C'est vrai que t'es quand même un mec sympa, quoi. Bah non, mais c'est moi qui ai fait le dernier. Oui, c'est vrai. Non, mais tu remplis bien cette mission, quand même. Ah bon, ouais. Ça va. Bon. Qu'est-ce qui t'a turlupiné cette semaine? C'est un truc dont on a tous entendu parler, finalement, je pense. C'est le retour du contrôle technique. Voilà. Le retour, qui revient encore. Mais définitivement, je crois. A priori, ouais. Là, on y aura droit pour 2023. C'est acté. En fait, tout simplement... on est parti pour 2023, malgré le combat de la FFMC. On avait d'ailleurs reçu Didier Renoux, qui nous a longuement parlé de ce sujet la dernière fois. Il nous avait parlé aussi de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui avait exactement dans le même sens de l'opposition à ce règlement. Mais malgré tout ça, écoutez, la sanction va tomber pour 2023. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'Europe qui décide et que la loi européenne va au-dessus de la loi française. Donc voilà, et puis aussi c'est une question de sous forcément, comme toujours, parce que s'il n'y a pas application du contrôle technique, il va y avoir sanction pour l'État français. Oui, donc forcément, ça, ils n'ont pas trop envie de payer, mais du coup ils préfèrent payer qui? Faire payer qui? C'est Bébé qui va payer. Et c'est quoi comme format ce contrôle technique? Et ça va être un format en plus un peu complètement édulcoré même. Ça va être un contrôle visuel a priori, donc quelque chose qu'on fait tous nous en tant que motards tous les jours. Et puis ça va être quand même peut-être assez certainement agrémenté quand même d'un contrôle anti-pollution et d'un contrôle sonore. Ça va dans le sens des ZFE dont on entend beaucoup parler aussi, des zones à faible émission. Et voilà, donc pour tout ça, pour la modique somme d'une 50aine d'euros. Voilà, maximum, maximum a priori, mais enfin bon, pour ce que c'est, faut pas non plus abuser. Et ce sera périodique. Donc voilà, ouais, et ça part. Alors c'est encore, ça doit encore être décidé par le Conseil d'État. On part sur une périodicité qui va être autour de celle de l'automobile. Donc 4 ans pour les véhicules neufs, 2 ans pour les véhicules ensuite pour les véhicules plus vieux et les véhicules d'occasion. Voilà. Moi, je me fais l'avocat du diable parce qu'on a fait passer un sondage justement sur Motoservice. Il y a quand même une frange de la population qui est intéressée par ce contrôle technique au moment de la revente. À la revente. Ça rassure quand même quelques-uns. Ceci dit, voilà, voilà. Vous pouvez m'envoyer des courriers incendiaires et tout, c'est pas grave. Oui, sauf que là, c'est pas à la revente. Et puis, ça reste quand même, d'un point de vue technique, ça reste quand même hyper light. Ah, c'est super léger, le contrôle visuel. Et c'est aussi pour ne pas que tous les centres de contrôle technique auto aient à s'équiper et à former spécifiquement du personnel pour faire des contrôles techniques vraiment plus poussés, comme un contrôle de freinage avec le pilote sur la moto, tout ça. Ouais. Quoi. Quid de ce qu'on va nous demander pour la pollution, parce que quand même les motos sont vachement différentes entre chaque marque, entre chaque modèle. Le son idem, et puis la formation forcément de ceux qui vont se mettre là-dessus, tout ça, ça reste encore en suspens. Voilà. Donc on a pas mal de sujets pour la gratter, on en garde, la ZFE, le stationnement aussi, le stationnement payant à Paris, voilà. Tout ça, ça va venir, voilà. On va attendre que ça gagne toute la France. Oui, la semaine prochaine. On va faire un peu monter la sauce, ça va être sympa. Super, c'est chouette. Voilà. Merci Jérémy. De rien, ça me fait toujours plaisir. Bon là, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus léger avec Maya et la rubrique shopping. Alors c'est quoi le casque, le blouson ou les gants cette semaine? Non, c'est pas ça. Comme c'est les vacances, moi j'ai choisi de parler de guide de voyage à moto. Voilà, en l'occurrence le Petit Futé. Voilà, ça se présente comme ça s'essuie de l'année dernière. Le Petit Futé qui fait aussi l'Europe et puis plein de villes et puis d'autres pays du monde. Bon, pour ceux qui préfèrent, il y a aussi Michelin. Mais la nouveauté cette année, et surtout chez le Petit Futé, c'est que en plus de la version numérique, eh bien, on peut maintenant télécharger les tracés GPX sur son smartphone. Et puis pour vous montrer, je vais aller au tableau derrière et on va regarder un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Bon, déjà, tu as bien choisi ta couverture. J'ai pas fait exprès. Alors, sur mon beau tableau, vous voyez, c'est marqué carte parcours GPX à télécharger. Donc on a une belle road glide, ça tombe bien, c'est une super moto. Allez, défile.
Donc voilà, on peut télécharger les tracés, c'est indiqué comment il faut faire, etc. C'est pas compliqué, même moi j'y arrive. Voilà, le sommaire, hein, c'est toujours classé par grande région. Hop, hop, c'est assez bien fait. Et alors, parce que moi je vais bientôt partir justement avec Harley en road trip dans les Pyrénées, ben, je vais vous montrer ce qui se passe dans les grands cols des Pyrénées. Bon voilà, alors là vous avez un bel itinéraire de Pau à Pau, en fait une boucle. Une boucle, en fait. merci. Est-ce qu'il passe par la gare de Pau? La gare de Pau, je ne sais pas. Mais s'y arrête pas. 350 km. Ce qui est intéressant, bah, c'est déjà qu'effectivement, c'est des cols de montagne, ça, tous les motards, ils aiment bien. Mais on passe par plein de petits endroits comme le col du Tourmalet, que les cyclistes connaissent bien aussi. Je ne l'ai pas fait à vélo. On passe aussi par les chemins de Compostelle. Il y a Bagnères de Bigorre, où il y a Luz, Saint-Sauveur. Enfin voilà, une belle carte qui donne bien envie d'aller se balader et surtout en Harley. Je vous en dirai peut-être plus prochainement, une fois que je l'aurai fait. Et alors comment ça marche du coup? On peut le retrouver sur le téléphone, alors, on a une carte, sur ton on a un téléphone, tracé, tu télécharges l'appli petitfuté.app. Yes. Enfin, c'est pas vraiment une appli, hein, ça se C'est un charge site sur ton, qui site. un Voilà. appareil photo, Un appareil photo scanner. C'est ça. Sur chaque page où il y a GPX, eh ben, tu prends en photo ou tu scannes. Là, tu télécharges le fichier. Ouais. Et puis, bah, ça se transforme en tracé GPX. D'accord. En fait, tu prends photo de ta page et ça te donne un GPX. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai été obligée de télécharger un lecteur GPX. On a fait ça bon, ensemble. après, ça dépend des formats de téléphone, etc. Yes. Mais enfin, tu l'as avec toi et puis c'est hors connexion. Ah ouais. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ouais. Moi, j'ai une question pour Manuel. Il y a une association avec Harley? Pourquoi on a une road glide? Tout à fait, on a un partenariat depuis plusieurs années avec eux. Alors c'était plus sur la partie média, mais on va encore plus loin maintenant puisqu'on va en offrir à nos membres de Chapter qui vont bientôt aussi recevoir ce petit futé et apprécier. Et en plus, on a la possibilité via nos applications Harley-Davidson de mettre les tracés GPX. Donc c'est vraiment un format qui fonctionne bien avec nous et qui est en liaison avec tout ce qu'on peut mettre en place sur le voyage à moto en général. Ok Maya, rejoins-nous. On va passer maintenant à notre gros dossier. Jérémy, tu vas faire un challenge avec Jean-Pierre Bonato, notre prochain invité. Ça marche? C'est parti. Et c'est parti pour le gros dossier, les vacances, l'aventure à moto. On accueille Jean-Pierre Bonato. Jean-Pierre, tu es là en tant qu'organisateur de l'Alpe Aventure Moto Festival. Donc si quelqu'un connaît ce que c'est un petit peu l'aventure à moto aujourd'hui, tu as quand même un super retour par rapport à ça. On va attaquer directement. Moi, je voulais parler un petit peu de... historiquement, quelque part, avec toute votre gamme Tourer, vous êtes quand même ultra légitime sur tout ce qui est voyage à moto. Enfin voilà, les voyages, les grands espaces, c'est Harley. Leader du touring, voire même sur le segment spécifique touring américain, si je peux me permettre. Hein. Comme ça, parce que les nomenclatures, les segments dans tous les sens, ça va être un peu plus compliqué si on rentre là-dedans. Mais tout à fait, on a aussi bien les touring, vous connaissez bien chez nous cette gamme-là, mais on a aussi des Sportsters qu'on peut apparenter à des touring, qui étaient il y a plusieurs années, tu vois. On a des Softail qui avaient également ce côté touring, puisque le Sportglide que tu as essayé, Maya, de mémoire, et l'héritage, qui sont aussi pour nous des touring. Et bien sûr, les toureurs de base chez nous, que ce soit des Street Glide, qui sont pour le coup le plus gros, enfin la plus grosse vente au monde chez Harley-Davidson, c'est un Street Glide. C'est un Street Glide. Mais du coup, justement, qu'est-ce que vous faites pour faire rouler les gens? Quelle est la démarche d'Harley par rapport à ça? Comment vous les invitez au voyage? C'est tout simple pour moi. On a commencé dans les années 80, notamment avec Willie G, qui a mis en place le HOG, qui a mis en place la volonté de rouler avec nos clients et la volonté de rouler avec les différentes motos qu'on peut leur mettre à disposition et surtout d'avoir des retours. Donc ça nous permettait de nous rapprocher de nos clients et de rouler avec eux. C'est le premier essence du chapter, des chapters français, donc qui sont les clubs de marque dans les 58 concessions de France. Donc on part de là pour pouvoir voyager avec nos clients. Et là, plus particulièrement avec la crise sanitaire, enfin
le boom du voyage franco-français. Est-ce qu'il y a une démarche spécifique d'Harley en ce moment? À ce jour, on a dû, comme beaucoup, arrêter nos gros événements, nos grands événements que vous connaissez. Comme Grimaud, alors Grimaud, ça fait déjà 2 ans qu'on a arrêté, mais c'est surtout Morzine. On avait prévu d'avoir Morzine cette année. Malheureusement, avec le confinement, le Covid, on a préféré ne rien faire cette année pour mieux réaliser. On travaille déjà dessus. En 2022, on aura un Morzine en juillet, c'est à peu près à la mi-juillet comme d'habitude, où on souhaite continuer à rouler avec nos clients et les acheminer en tout cas vers des lieux, que ce soit la montagne ou que ce soit la mer, oui, à Grimaud. On parlera de Grimaud un peu plus tard. Et septembre, pour l'instant, c'est Fackersee. Alors, c'est pas en France, mais on en fait une bonne promotion aussi en France pour que sur cet événement, qui est un événement européen, donc tous les pays convergent, en tout cas tous les harléistes qui apprécient leur moto et qui ont envie de voir toujours plus du pays se rendent en Autriche. D'accord. Plus d'autres événements, puisque Jean-Pierre est là aussi pour en parler. Sur l'Alpe, on aura Harley-Davidson, avec un nouveau type d'aventure aussi mise en avant avec la Panamérica. Vous attendez quoi justement de cet événement? La Panamérica aujourd'hui vient d'arriver en concession déjà, donc j'espère que beaucoup d'entre vous vont pouvoir l'essayer, c'est le but déjà de cette manœuvre. Ensuite, on a parlé avec Jean-Pierre il y a bientôt 2 ans de cette arrivée de la moto, où on a pris des conseils, on a commencé à voir ce qu'on pouvait faire ensemble sur son événement. Voilà, ça me tenait à cœur d'avoir peut-être un spécialiste de ce voyage, de l'aventure, qui nous a aussi indiqué ce qu'il en pensait, ce qu'il pensait bien sûr aussi de cette moto, et d'avancer main dans la main en tout cas pour d'ici septembre avoir un partenariat et être présent avec la Panamérica essentiellement, en tout cas lors de cet événement-là. Et est-ce qu'il y aura des événements, enfin, ou plutôt des formations spécifiques à destination des premiers clients, etc., pour mieux maîtriser la moto? Est-ce qu'il y aura des road trips tout terrain organisés par Harley France Alors à ce jour, vous connaissez le Freedom Tour, qui aujourd'hui, on a la gamme Softail, la gamme Touring et la gamme Panamérica qui est arrivée, si je peux appeler ça une gamme pour l'instant, puisqu'on n'a que 2 motos, hein, une standard et une spéciale. Et on a donc le Freedom Tour qui passe dans 25 concessions en France. Pour rester sur la Panamérica, il y a 7 Panamérica qui sont dans ce Freedom Tour. Ce week-end, on sera à Perpignan, on va à La Roche-sur-Yon, on va à Tours, on va un peu partout sur cette partie-là. On a également le Panamérica Tour qui nous permet d'avoir un spécialiste du trail qui va de concession en concession pour faire 1 heure d'essai. C'est Jason Momoa, non? C'est pas Jason Momoa, non. J'aurais bien aimé, je pense que ça aurait été compliqué pour retenir les foules. Et ensuite, pour revenir à ce que tu demandes, Maya, le week-end dernier, on était notamment sur les Trail Adventure Days, donc pour le coup, très spécifique au trail en tant que tel. On a voulu en tout cas proposer un essai à l'ensemble de ces trailistes qui aujourd'hui ne connaissent pas la moto pour connaître leur opinion. J'avoue que ça a pour l'instant plutôt bien fonctionné. Et la suite des opérations, ce sera bien sûr à l'Alpe Moto Festival. On essaye aussi de voir ce qu'il est possible de mettre en place, notamment avec des agences comme Trail Rando, avec lesquelles on est en contact. Alors, je ne peux pas vous dire ce qu'on va mettre en place, mais je sais qu'ils ont déjà des produits eux de leur côté, qui sont plutôt très alléchants, notamment pour les primo-entrants. Et je pense qu'il va y en avoir avec nous, en tout cas dans ce segment. On va pouvoir mettre en avant le trail d'une façon un peu plus... une expérience
différente, si je puis dire, notamment pour du off-road. Avec cette moto, on a bien compris que sur asphalte, il n'y avait pas plus de problèmes que ça. Maintenant, on n'est pas tous, et je ne le suis pas encore aujourd'hui, des aficionados de l'off-road et des tout-chemins. Et j'espère bien, en tout cas, apprendre avec ce genre d'agence. Il y en a d'autres en France qui pourront nous prodiguer pas mal d'échanges et d'expériences. Nous, effectivement, on a une discussion qui date depuis un bon moment, puisque la marque arrive sur un segment de marché, sur un type d'utilisateur où elle n'a pas de référence, et l'utilisateur n'a pas la référence de cette marque. Donc, le travail, par exemple, qu'on va faire ensemble sur Alp Aventure, c'est justement de ne pas attendre quelqu'un qui descend d'un Softail, parce que ce n'est pas là qu'est le rendez-vous. Il y a déjà suffisamment d'opérations Harley internes par rapport à la clientèle captive. Par contre, là, le travail, ça va être d'aller vers un propriétaire d'une moto italienne, allemande ou japonaise, qui peut-être ce propriétaire n'oserait pas, parce qu'il ne se sent pas rentrer dans une concession Harley comme ça ou qu'il n'en a pas à proximité de chez lui, de lui dire mais ça reste une moto, vous pouvez l'essayer. Et Mano, moi, m'a fait le plaisir de me permettre d'en essayer une, et c'est très comparable, c'est très étonnant à essayer. Et la moto a beaucoup d'atouts, elle est très agressive en termes de positionnement de prix. Technologiquement, il y a un écran tactile, etc. Et un truc qui est fabuleux pour les trails, et je peux le dire, puisque nous, on gare à Alp Aventure, on gare tous les arrivants un par un. C'est pas drôle, mais il y a des moments où on est obligé de récupérer des gens qui arrivent avec de très belles motos, avec de très grosses sacoches, avec un très gros top case, avec une moto qui est faite pour traverser l'univers à cette hauteur-là. Et lorsque je leur dis, il faut vous garer entre les deux là, il y a des moments de panique. Là, la Panamérica, elle a une touche magique qui permet de descendre, et du coup, on n'est pas embarqué. Et ça, j'ai hâte de l'essayer. Voilà. Nous, on est frustrés avec Maya, puisqu'évidemment, il n'y a que Jérémy qui a eu le droit de la piloter, cette belle Panamérica. Bah donc, oui, on range un peu frustré. notre Ah frein. ouais. Enfin, moi, j'ai hâte d'être à l'Alpe pour justement voir un petit peu, puis voir les réactions des gens. Moi, j'aime bien, quand revient un ride, d'aller justement interviewer les gens, voir ce qu'ils en pensent. c'est une très belle surprise. Et ça, je pense que ça va vraiment être intéressant. Dis-moi, Jean-Pierre, si je me trompe, cette année, c'est vrai que d'après les stats qu'on a vus, on a la moitié des Français qui vont partir en vacances. 8 sur 10, ce sera en France. Est-ce que tu t'attends à un petit raz-de-marée sur ton événement cette année? Alors, on ne va pas dire que tous les Français vont venir faire de la moto à Barcelonnette en septembre. L'opération, c'est la 5e édition. Elle est, je ne vais pas dire installée, parce qu'on n'est jamais installé. On n'est pas à l'abri de faire une erreur. On continue de travailler assez profondément les sujets. On va avoir un sujet cette année, moi, qui m'inquiète plus que le reste, c'est le bruit. Parce qu'on va avoir... le confinement a changé beaucoup de sensations. On a arrêté la circulation pendant 14 mois quasiment. Et on va avoir une problématique de bruit. Parce qu'on va avoir, oui, un peu plus de population en plus que l'année dernière. L'année dernière, c'est une des rares opérations qui a eu lieu alors que tout avait été annulé. Donc on a déjà eu une très belle fréquentation. C'était en hausse par rapport à 2019? Oui. D'accord, alors c'est fort. Fortement. En période de Covid, c'est fort. Assez fortement. Et là, par exemple, l'arrivée de la Panamérica, sur laquelle on va commencer à communiquer maintenant en disant, ben voilà, vous pouvez venir les essayer, c'est qu'il y a les points fixes habituels de l'opération, il y a des choses qui vont se rajouter. Donc oui, on doit encore avoir une croissance, mais il ne faut pas faire la croissance à tout prix dans n'importe quel sens. Par contre, effectivement, sur la fréquentation, le ProTourisme annonçait hier matin qu'ils étaient en train de battre les records de réservation sur le territoire français. Beaucoup de Français vont se déplacer en France. On est à 52% de gens pour cet été. Mais ça ne concerne pas le début septembre. Ça concerne vraiment la période Vraiment la grosse période. juillet-août. De belles vacances en perspective, de belles balades Oui, à moto. oui, bah, d'autres n'ont pas eu autant de chance. Quand on pense au festival Wheels and Waves qui a été interdit. Alors, donc annulé. Le Covid a servi à beaucoup de préfectures, de sous-préfectures, etc. pour passer à l'acte sur un certain nombre de choses. Il est évident que de mettre un millier, puis 2 milliers, puis une dizaine de milliers de véhicules à moteur dans une ville, il faut le faire en bonne intelligence et en bon accord avec les habitants de la ville et avec les autorités locales. Et pour que ça se fasse bien et longuement, il faut que l'ensemble des participants jouent le jeu. C'est-à-dire que la ville accepte de recevoir des mecs en moto, et il faut que les mecs en moto pensent aussi qu'il y a des gens qui vivent là et qui vont faire n'importe quoi. Il y a des moments où ça se passe pas bien, et puis on a au milieu la problématique du Covid qui a permis à tout un tas de villes de mettre, il n'y a pas que de la moto qui a été interdite, mais il y a plein d'opérations où d'un coup on a dit « Ah non, non, ça il ne faut plus le faire, c'est pas sérieux, il faut que vous arrêtiez ». Donc dans le cas de Wheels, oui, il y a une interprétation du texte avec un premier arrêté qui était dans un sens.
sens. Et puis finalement, il y a quelques jours, l'arrêté a été démenti et ils ont finalement l'autorisation. Le problème, c'est que si on dit à Mano, il faut partir la semaine prochaine, c'est dans 6 jours, vas-y, monte le stand, c'est injouable. Donc, la pénalité, elle est très lourde pour un organisateur, parce qu'on l'empêche, et puis à un moment donné, on ne l'empêche plus. Sauf qu'on ne l'empêche plus à une date où c'est impossible à fabriquer. Moi, sur un exemple vécu, sur la Sunday Ride classique, il y a 1 mois et demi en arrière, j'ai reçu mon autorisation préfectorale le jeudi matin. Avant le vendredi. Ouais, avant le vendredi, début des... Et alors, du coup, on voit qu'à Grémaud, il y a 2 ans, ça a été aussi interdit par la municipalité, par la préfecture. Là, Wheels and Waves, enfin, l'Alpaventure, t'as peur du bruit cette année, était un peu sur la sellette. Voilà. Et alors, quid des futurs rassemblements moto? Enfin, moi, quel est l'avenir de ce type d'événement? C'est un peu effrayant, enfin, pour toi qui es spécialiste. C'est un fait de société. Le bruit est devenu une problématique. Le mouvement finit par être une problématique après 1 an et demi de Covid. Et on a des gens qui ne supportent plus rien, d'une manière globale. Donc, quel que soit alors, le soit bord ça se tasse. politique... Il y a des choses plus vertes que d'autres quand même dans les réactions, soyons clairs. Oui, hein, il y a des réactions qui sont prises sous un certain bord politique plus facilement qu'ailleurs. Ça, il faut quand même être assez logique par rapport à ça. Mais globalement, est-ce que d'ici 2 ou 3 ans, on va reprendre goût à la vie normale, aux choses normales, et tout ça va se tasser et on va revenir? Ou est-ce qu'on rentre dans une bagarre acharnée contre tout ce qui n'est pas silencieux, formaté, avec un moteur électrique entre les pédales, et à ce moment-là, oui, on peut tous arrêter de travailler. Alors. Mais c'est un petit peu le même mouvement finalement qui nous vient aussi de l'Europe avec le contrôle technique, les ZFE, etc. Ouais. J'ai l'impression que il y a un mouvement de fond comme ça, de vouloir tout... Du greenwash, on appelle ça. Tout réglementer un peu à outrance. C'est dommage. Ça va pas trop avec l'esprit de la moto, je trouve. Encore moins avec l'esprit de liberté. Encore moins avec l'esprit de liberté. Et justement, par rapport à ce Wheels, parce que je sais qu'il y a d'autres constructeurs qui vont quand même faire des initiatives avec leurs points de vente, les concesses, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se fait avec Harley autour de Biarritz et tout ça? Confirme qu'on a bien eu les retours que Biarritz serait plein ce même week-end, que notre concessionnaire sera bien sûr ouvert et à disposition qui se trouve à Anglette. Et oui, on continue de vivre pour le coup, et je pense que les hôteliers vont être, et les restaurants, et toutes les boutiques autour vont bénéficier en tout cas de l'aura, puisque énormément de monde avait réservé. C'est le cas de Morzine également, hein. On a eu exactement la même chose. Les gens veulent partir, avaient prévu de partir, et on ne les empêchera pas de partir, eux. Donc ça sera difficile de bloquer ces gens-là chez eux, encore une fois. Donc oui, en effet, tout sera ouvert. Est-ce que la solution, c'est pas l'arrivée de l'électrique? Un jour, on soit tous en électrique, on fera plus de bruit, non? On fera des zzzz. Je parle de ça parce que j'ai envie de t'amener sur les nouveautés Harley-Davidson. On sait que tu en parlais justement sur Motoservice de Livewire, qui était une marque en soi aujourd'hui, et d'une nouvelle électrique qui allait arriver chez vous. Juste pour parler un peu de votre actualité chez Harley. Ça sera dévoilé le 8 juillet. Oui, tout à fait. C'est le 8 juillet, on aura cette stratégie qui sera amenée à vraiment être communiquée à l'externe pour savoir ce qu'on va vraiment mettre en place. En effet, les premiers retours, c'est Livewire sera une marque à part entière dans la marque Harley-Davidson. Donc on reste en tout cas associé à cette marque-là. L'idée maintenant, c'est de savoir comment ça va se mettre en place, notamment pour nos concessionnaires, notamment pour l'ensemble des motos qui sont en France, enfin en tout cas qui sont arrivées en France, et la commercialisation, comment ça va se mettre en place. Et en effet, notre CEO au monde, Jochen Zeitz, permettra le 8 juillet de nous expliquer comment ça va se passer pour la suite. Il va surtout dévoiler le premier modèle sous la marque Livewire. On verra. J'ai envie de dire, il était prévu d'avoir une gamme Livewire, donc à voir comment ça va se mettre en place. Et est-ce qu'on sait ce qui va se passer vers la mi-juillet, une semaine après? Une semaine après, bien sûr, tu as dû le voir. Le 13, pour être précis, juste avant le 14. Tu as dû voir ce nouveau et beau custom qui arrive à grands pas.
puisque c'est bientôt, qui arrive avec le moteur que vous connaissez déjà, qui est celui de le Revolution Max, qui se trouve déjà sur la Pan America. On peut déjà s'inscrire sur Harley-Davidson, on peut déjà aller sur le site pour être sûr que le 13 juillet, vous puissiez aller voir les nouveautés d'Harley-Davidson de cette Ça, c'est bien. Au début de... Les nouveautés. Les nouveautés. Non, parce que... Non, parce que tout à l'heure, au début de la séquence, tu as quand même dit que, bon, parmi les modèles du voyage, tu as parlé de Sportster. Moi, je voudrais savoir ce que vont devenir les Sportster en 2021-2022, vu qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Ouais, malheureusement, on ne reviendra pas à cette gamme Sportster. Je t'expliquais le touring avant, c'était plus pour mettre en avant le Sportster Touring qui existe en occasion. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup chez nos concessionnaires qui continuent en tout cas à vendre ce genre de moto et ce segment-là qui, pendant des années, ont fait les gros volumes de la marque. Bah oui, surtout que c'était quand même plus accessible Et que ce qui des reste primo-accédants. aujourd'hui. C'est vrai, on parlait du A2 avec Maya sur votre gamme aujourd'hui. Il n'y a plus que 3 modèles maintenant. Il y en avait 18 il y a 3 ans. Tout à fait, on a voulu en tout cas changer la structure de notre gamme et être un peu plus précis, notamment avec la Pan America où on arrive là dans un segment qui est porteur, dans un segment qui est un des plus gros segments marché en France et en Europe. Donc il ne faut pas l'oublier aussi. Et bien sûr, le nouveau Custom sera certainement une bonne alternative. Du Custom sur l'Alp Festival? Oui. Pas trop fort alors. On parle d'aventure quand même. Ah oui, il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit. Oui, si on revient dans la problématique de bruit. Alors, c'est au-delà de ça. Il faut aussi avoir un plaisir à utiliser. Il y a quand même des routes qui sont un petit tune pour des motos un peu massives. Un trail est peut-être plus indiqué, très honnêtement. Sur les roadbooks qu'on propose, les gros toureurs, il y a des choses qui ne sont pas confortables. On va dire ça comme ça. C'est bon pour toi, Maya? Ah oui, c'est bon. Eh ben, on va mettre fin à ce gros dossier. J'espère juste, Mano, que ça va bien se passer au niveau des chiffres. En ce moment, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai. Mais bon, on a de bon espoir pour Harley. Moi, j'ai tout espoir, en tout cas, sur cette fin d'année. Et on a de belles choses à montrer et de belles choses à mettre en place encore. Donc, tu verras. Je suis persuadé, ébahi et contente de voir que la marque va toujours très bien et qu'on avance vraiment un grand pas vers de très beaux horizons. C'est top, c'est top. Je vous propose de passer directement à la petite catégorie vintage avec une aventurière déjà dans les années 80. C'est parti. Jean-Pierre, on va parler de ça là, qui est là depuis 3 émissions, là, on n'en a pas encore parlé. Elle vous plaît? Elle est visible au moins, c'est une moto qu'on voit. C'est une moto qu'on voit, déjà le moteur rouge, les moyeux rouges, le bleu, blanc, rouge. C'était pour justifier le R qui est sur la selle. Ah oui, c'est ça, c'est le côté. En fait, le moteur rouge, les moyeux rouges, c'était la signature des Elsinore, c'est-à-dire des motos de cross historiques de Honda à l'époque. Et lorsqu'ils arrivent à 82-83 à la présentation et la commercialisation c'est 83, c'est pas le premier V2, enfin c'est le premier V2 pour Honda, mais c'est pas le premier bicylindre trail, mais il y a juste la BM à cette époque-là, et en flat, tout à fait, en 80-81. Donc, et là, ils arrivent en pensant exploiter l'identité Dakar, et surtout en proposant, à l'époque, les gens qui utilisent les trails vont de plus en plus loin. Ils ont un passager, ils ont des bagages, donc un monocylindre qui fait une 40aine de chevaux, c'est un peu limité, et Honda se dit, on a une nouvelle génération de moteurs en V très compact avec un angle qui est assez serré et tout. Dans cette logique-là, on doit être capable de faire une moto et elle est assez précurseur parce qu'à l'époque au Dakar, hormis la BM, il n'y a pas de bicylindre. Et ils la réfléchissent vraiment pour aller faire l'Afrique. Le gros cadre en tube carré, les grosses platines de repose-pied pour le passager, un très 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 gros support de top case, etc. pour la bagagerie derrière. On en parle des sections de cadre carré? Section de cadre carré, à l'époque, les ingénieurs avaient expliqué que ce serait plus facile si le cadre était cassé en Afrique de le ressouder s'il était carré plutôt que s'il était rond. D'accord, ça vient de là. Bon, ça va. Mais il y a des détails amusants. Le filtre à air, par exemple, on ne peut pas le voir. Le filtre à air est en haut du réservoir, justement pour pouvoir traverser un gué sans qu'elle avale de l'eau, etc. Mais alors, je me remets dans la problématique de notre émission. Est-ce que ça, plus les images du Dakar, ça a amené vraiment des gens dans les années 80 à oser franchir le pas et aller faire de la route en bécane?
partir à l'aventure aussi loin? Le Dakar a ouvert une imagerie pour toute une génération. Je ne vais pas dire qu'on est tous vus à faire du trail aujourd'hui, mais en tout cas, dans ceux qui font du trail aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont rêvé au Dakar quand ils étaient adolescents. Ça, c'est une certitude. En ce qui concerne cette moto-là, elle est peut-être arrivée un chouï trop tôt. Elle n'a pas eu un très gros succès commercial. Cette couleur-là, finalement, elle a un peu desservi parce qu'elle était un poil too much. Ils en ont plus vendu ensuite quand ils l'ont fait en noir avec l'intérieur du réservoir bordeaux ou l'intérieur du réservoir gris, c'est la génération 2. Mais dans tous les cas, ça fait partie de historiquement l'évolution du trail parce que on passe de motos légères, toutes compactes au début du trail, à des motos avec un peu plus de suspension parce qu'on veut aller faire plus de chemin, puis on fait plus de chemin et on veut aller plus loin, donc on met des plus gros réservoirs. Donc comme ça fait des motos plus lourdes, il faut mettre des gros freins. Et dans ce toujours plus, elle fait partie de l'évolution. Bon, je sais que tu vas me la prêter à un moment donné pour que j'aille l'essayer. Oui. Juste si tu peux me dire 2-3 mots sur la dynamique, c'est sympa, c'est conduisible, c'est réactif. Le moteur est très actuel en comportement. Il y a deux choses qu'il faut un poil prendre en compte, surtout quand on va anticiper, ça c'est ça. Quand on descend d'un GSX-R, il faut juste que tu fasses attention. Non, ça freine pas aussi fort que ce que ça freine aujourd'hui, donc ça ralentit plus que ce que ça freine. Et après, la boîte est relativement lente et c'est un cardan ancienne génération. Donc pas trop question d'arriver très tard, de freiner très fort et de rentrer 3 rapports d'un coup. C'est pas indiqué. Pour tout le reste, c'est très moderne. On en avait fait un essai sur la moto classique, ça passe en chemin, voilà, c'est très belles images qu'on voit passer là. Et le modèle, il a duré combien de temps? Sous cette couleur-là, la RD01, elle reste 2 ans au catalogue, et en fait, sous la coloration plus sobre, elle reste 3 ans. Alors, ensuite, il y a la Transalp qui prend le relais, qui a une dénomination plus routière en 86-87, et plus tard, après la Transalp, viendra l'Africa Twin 650, qui elle est à la fin des années 80. Mais, les XLR, du coup. Alors les XLR, ce sont les monos, en fait. Chez Honda, XL, c'est tout terrain. Alors XL, V, c'est pour le premier moteur en V. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Transalp, c'est la XL 600V. Le code chez Honda. Et les premières Africa Twin, c'est des XL 650V. Mais on les appelle Africa Twin. Il y a le code, l'acronyme et le nom commercial. Donc l'acronyme, elle, c'est XLV 750R. À l'époque, les XLR sont les monocylindres. Cette bécane, elle va plaire à notre prochain invité qui va arriver pour la dernière séquence, c'est Ben Blake. Donc dernière partie de cette émission, d'habitude ce sont les essais du mois. Là on a fait mieux, on a fait les vidéos du mois. À cause de ce personnage, Ben Blake. Salut. Enchanté Ben de te recevoir, merci de nous faire l'honneur d'être ici. On suit tes aventures, on est fan, t'as filé je pense le truc à des millions de gens quoi. Parce que tu pars même en 125 cm3, je te laisse peut-être nous en dire un petit peu plus sur tes aventures. Écoute, je peux parler du road trip en 125. Tu peux parler de tous tes road trips. Le dernier en date, c'était le Pays Basque. C'était le Pays Basque. Juste avant, donc tu as fait une petite traversée de la France en 125. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec une belle météo. Ouais, c'était magnifique, ouais. Hop, vidéo playlist. On va se mettre sur la playlist des reportages, évidemment, pour retrouver les aventures de Ben sur la chaîne Motor Live. Ah, ça marche. Alors attention. Il est énorme ton portable, hein, Maya. Oui, j'ai un peu de mal à le mettre dans ma poche. Voilà, nous sommes au Pays Basque avec toi, Ben. T'as explosé cette année sur la 2e saison des petits road trips entre amis. Écoute, c'est plutôt cool. Ouais, les gens sont vraiment au rendez-vous. Il y a un engagement qui est vraiment assez fort. Et puis, je pense qu'il y a aussi un truc avec la fin du confinement et tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Les gens ont vraiment besoin de beaucoup de positifs. Je l'ai vraiment compris, je l'ai vraiment vu. Ils ont besoin qu'on les emmène dans une carte postale pendant quelques minutes. Et c'est vrai que c'est cool parce que moi, ça fait résonner mon travail. Quand on a une réponse comme ça qui est assez directe, grâce aux réseaux sociaux,
c'est cool, vraiment, il y a une vraie résonance à ce que j'ai fait dernièrement. Moi je vois, tu as ton talent de narrateur, de monteur également, les rencontres que tu fais, mais au-delà de ça, tu as fait plein de régions de France, on sent vraiment que les gens ont envie de redécouvrir la France un petit peu quelque part, et du coup ça ramène les projecteurs sur chaque région. Je t'avouerai que moi tu m'as appris aussi plein de choses, et du coup aussi, quelle que soit la monture, puisque tu le fais sur des grosses bécanes, mais tu l'as aussi fait en 125. Ça c'est notre expérience, c'est accessible? Bien sûr, c'est ultra accessible. En fait, ce qui s'était passé pour la toute première saison de Petit Road Trip entre amis, j'avais eu quelques commentaires qui me disaient ouais, des bécanes hyper chères, machin, etc. Et en fait, c'est les gens qui font ce jugement-là. Moi, je m'en fiche. À titre perso, ça reste un cadre avec un moteur. Alors bien sûr qu'il va y avoir des motos qui vont être plus ou moins différentes, avec lesquelles on va pouvoir faire des choses à peu près différentes, mais j'avais vraiment envie de faire ça avec une petite moto, et en fait une moto avec laquelle beaucoup de gens rentrent dans le monde de la bécane. Et c'est vrai que je m'en suis moi-même surpris, je pense que c'est le trip sur lequel j'ai pris le plus de plaisir. D'accord, sur la 125. Mais c'est marrant parce que quelle que soit la monture, j'ai envie de dire que tu es un petit peu pareil, comme au tout départ, parce qu'on t'a découvert sur l'Alpe Aventure Moto Festival, au Festival du film. Justement, tu avais fait « J'ai tout quitté pour un road trip ». C'était assez poignant d'ailleurs, il y a toujours de l'émotion dans tes... Ça m'énerve. Bref, non mais justement, ce que je veux dire, c'est que tu as commencé avec une Mash 400 sur ta première vidéo. Aujourd'hui, tu tapes des gros trail 1000, mais tu reviens de la 125. J'ai envie de parler aussi un peu de tes prochaines aventures. On a une bécane électrique qui est juste derrière Manuel. Je suis désolé, c'est pas une Harley, c'est une autre marque américaine. Mais du coup, avec celle-ci, tu vas pouvoir faire aussi d'autres petites choses. C'est un trail ? Ouais, je vais faire quelque chose avec ça. Je vais pas dire où encore pour le moment, mais encore une fois, je déteste les clivages. Pour moi, la moto, ça doit être un moyen de s'évader, de rencontrer des gens, et ça reste, encore une fois, ça reste un cadre, un moteur et deux roues. Et honnêtement, je pense sincèrement qu'on peut prendre autant de plaisir sur une moto électrique, sur une vieille moto des années 80 que sur un sidecar, par exemple, voilà, ou une 125. Il n'y a pas de clivage. Enfin, en tout cas, c'est mon propos à moi. C'est pas de clivage, c'est hyper important. Et surtout, pas parler les tarifs, etc. C'est encore autre chose. Voilà, en fait, tout le monde a droit à sa petite part d'aventure. Et il faut penser aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, comme il faut aussi considérer les gens qui ont un portefeuille un peu plus rempli. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, chacun a droit à sa petite part d'aventure. Même si elle sera peut-être un petit peu plus limitée, ce sera un autre cadre. Avec de l'électrique, on en est là aujourd'hui. Je me trompe ? Non, je rejoins vraiment Ben sur ce qu'il dit, parce que moi j'ai commencé la moto à une génération où on roulait avec des 80. Un des plus beaux souvenirs que j'ai, on est parti avec un copain d'enfance, on avait 16 ans et demi, nos parents ont été assez débiles pour nous laisser faire la route des Grandes Alpes avec 2 80 Yam. Et on s'est juré un jour, quand on sera en retraite, de le refaire en rigolant. Et j'ai d'ailleurs, moi, déjà racheté une de ces motos que j'ai mise dans un coin pour le jour où on aura le temps de le faire. Mais dans le voyage, l'important, c'est même pas la destination, c'est le voyage en lui-même. Et ce qu'il fait, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et puis, je rejoins ce qu'il vient de dire. Dans une de mes anciennes vidéos, il y avait on parlait d'un personnage, moi c'est pas ma génération, mais un gars qui s'appelait Fred Tranduc, qui faisait, je crois... Tour du monde avec une puce, avec un petit 80 Yam, alors en plus à l'époque, qui était un petit 80 Yam. Ouais, c'est ça, ouais. Et le mec, il parcourait le monde avec ça. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut, c'est revenir avec des souvenirs, prendre du plaisir, faire des rencontres. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait tous de la moto, c'est ramener des souvenirs à la maison. Ça rentre un peu dans l'état d'esprit Harley, quand tu me parlais de toutes les gammes aussi. Tu peux avoir un gros toureur ou une petite, tu te retrouves toujours sur le... Ouais, clairement, c'est le voyage de la liberté. Et je pense qu'on peut avoir ce voyage à toutes les sauces, aussi bien sur l'accessibilité. Et je pense que je rejoins vraiment ce que dit Ben. C'est ce qui nous importe aussi. Je pense que tout le monde a envie de faire son voyage, peu importe la moto qu'il a. C'est juste de prendre du plaisir et de rentrer chez soi, être fier de montrer ses photos, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et la vie est une aventure aussi parfois. Il y a quelqu'un qui va partir aussi pour un prochain voyage. Maya,
Je me Je doutais te que passe t'allais le y relais ou venir pas un petit peu Ah comme bah oui, ça. il fallait fatalement que j'y aille. Oui, parce que Maya va quitter Motor Live. Je te laisse peut-être en parler. Oui, bah, ça va être très court. Enfin, je ne vais pas m'étendre non plus sur les motivations, mais voilà, je ne sais pas encore quelle sera la destination d'ailleurs, mais ce qui compte, c'est c'est le voyage, en effet. Bon, je vais tenter autre chose et peut-être qu'on se retrouvera dans d'autres circonstances, sous une autre forme. Je ne sais pas encore, mais c'est vrai que je suis assez tentée pour retourner dans le monde des livres qui était mon monde avant de faire de la vidéo sur Motor Live. Donc oui, forcément, je suis très émue. Et excuse-moi Ben, je te pique un peu la vedette de la fin. Pique-moi tout ce que tu veux. Mais voilà, je remercie tous les auditeurs et je vous dis à très bientôt. Et puis nous, on te remercie d'avoir bossé avec toi pendant toute... Ah, t'as même des bisous de Jérémy. On te remercie aussi d'avoir travaillé avec toi pendant toutes ces années, c'était fort agréable. On remercie aussi Julien, Julien que vous connaissez, qui fait la rubrique A2 sur Motor Live Motoservice, qui s'en va lui aussi. Non, ça c'est Jérémy. Mais voilà, bref, on voulait remercier aussi Julien pour le travail qu'il a accompli pendant ces 2 années. 2 années, Julien? 1 an et demi. Ah putain, tu vois comme quoi le temps passe vite. Hein. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Des trucs qui font pas plaisir. Juste pour vous dire, oui, les aventures continuent. Nous aussi, on continue sur la chaîne avec d'autres types d'aventures. Toujours en rapport au voyage, aux aventures. On a préparé justement une petite série, les plus belles routes de France. Un petit sujet très immersif. Que ce soit Jérémy ou moi au guidon, l'idée ce sera de vous emmener avec nous sur la selle arrière. Bon, j'espère que ce nouveau programme vous plaira. En tout cas, nous on va se quitter. Messieurs, merci beaucoup. Et messieurs, dames. Toi, t'es déjà parti. Tu m'as déjà oublié. Oh, je suis désolé, Maya. On vous dit à une prochaine. Et puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires à la suite de cette émission. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, on vous dit à très bientôt sur la chaîne Motor Live. Bye. Bye bye.